Salut apprenti, les règles d'or des chorégraphies de combat. On va voir les différentes règles d'or à respecter lorsque tu fais une chorégraphie de combat, que ce soit à main nue, au sabre laser ou avec d'autres armes. Ces règles sont donc faites pour que tout se passe au mieux lors des chorégraphies de combat. Lors d'une précédente vidéo, on a vu des règles concernant les lieux où tu vas faire ta chorégraphie. Donc, il faut bien sûr prendre ces règles-là et les rajouter par rapport aux règles d'or des chorégraphies de combat. La règle, on va dire générale, qui prévaut sur tout, c'est la sécurité avant tout. La sécurité des participants, mais également de toutes les personnes extérieures à la chorégraphie, donc les personnes, on va dire, du côté technique, et également des personnes qui n'ont rien à voir avec ta chorégraphie, avec l'équipe de tournage. Je vais donc te donner pêle-mêle les différentes règles à respecter, sans vraiment ordre de priorité. Je préfère repréciser, mais vérifie bien que les gens qui te regardent comprennent qu'il s'agit d'une chorégraphie et non d'un vrai combat. Ce qu'il faut bien vérifier lorsque tu fais une chorégraphie de combat, c'est que tous les participants puissent faire les mouvements que tu attends d'eux. En effet, si un participant n'est pas capable de faire physiquement ou techniquement un mouvement que tu lui as demandé de faire, ce n'est pas la peine de lui demander parce que du coup il n'y arrivera pas. C'est pas au moment de la chorégraphie qu'il faut faire cela, c'est avant, lors des entraînements, qu'il faut essayer de voir si on peut faire le mouvement. Si on n'y arrive pas du tout, il faut donc changer de la chorégraphie ou prendre une autre personne. Vérifie également la forme des participants. Si tu vois une personne qui est complètement épuisée, que ce soit en début de chorégraphie ou en cours de route, vaut mieux que cette personne arrête de faire la chorégraphie ou en fait reporter la chorégraphie si on a vraiment besoin d'elle parce qu'il y a un risque de blessure. C'est surtout pendant la chorégraphie que là ça peut vraiment arriver parce qu'on est là, on veut faire finir, on veut encore continuer et en fait il y a par moments on oublie la forme des gens et certaines personnes vont pas dire parce qu'ils vont être entraînés par le groupe, dire non mais je suis fatigué là. Bah en fait il y en a qui vont pas le dire, donc vérifie de temps en temps que tout le monde est en forme, tu demandes, ça évite les blessures. Ça arrive, hein, même quand tout le monde est en forme, déjà les blessures peuvent arriver, mais encore plus lorsqu'on est fatigué. Aussi, pour garder la forme physique durant la chorégraphie, pense aux bouteilles d'eau, pense également à des choses à grignoter, des barres énergétiques et autres, pour qu'en fait que tout le monde reste en forme et également garder une certaine bonne humeur. Tu peux aussi ramener des bouteilles thermos avec du café, du thé ou je ne sais quoi dedans, afin que tout le monde puisse rester énergique. Avant de commencer toute chorégraphie, pense à t'échauffer, que tout le monde s'échauffe. Toutes les personnes qui vont participer à la chorégraphie doivent s'échauffer les muscles, les articulations. Donc on verra dans d'autres vidéos comment s'échauffer correctement. Et aussi bien sûr à la fin, des étirements pour éviter les courbatures le lendemain. Alors tu peux me dire, le lendemain moi je m'en mets avec ma chorégraphie est terminée, mais le fait d'éviter à tous tes participants d'avoir des courbatures le lendemain, ça permet que tout le monde revienne avec le sourire pour une prochaine chorégraphie, ou alors si tu tournes ta chorégraphie sur plusieurs jours, ça permet que les gens puissent revenir dès le lendemain en forme. Aussi, si tu utilises des armes, il faut qu'elles soient toutes factices. Ça c'est vraiment primordial. Ne prends pas un pistolet même déchargé, surtout prends que des armes factices. Il y a des armes factices qui sont vraiment très bien faites, alors utilise-les plutôt que des vraies armes, parce que les vraies armes déjà, s'il y a des policiers qui arrivent, ils vont pouvoir t'arrêter, parce que tu n'as pas à te balader avec des armes, même si tu as un permis de port d'armes par exemple. Tu n'as pas à faire des chorégraphies avec des vraies armes. Ça, c'est vraiment très important à respecter et c'est une question de sécurité. Je te rappelle que deux acteurs, Bruce Lee et Brandon Lee, il doit sûrement y en avoir d'autres, sont morts sur le tournage parce qu'une arme factice a été remplacée par une vraie arme. Bien sûr, dans ce cas-là, c'était prémédité, c'était fait exprès pour les tuer. Mais voilà, les accidents, ça arrive. Je pense que tu peux lire suffisamment dans les journaux des accidents qui arrivent avec des vraies armes. Par exemple, des vidéos qui sont tournées, que les gens font semblant avec des vraies armes, mais en fin de compte, elles étaient chargées ou ils se blessent vraiment avec l'arme, voire même ils se tuent. Donc je le redis, des armes factices. Je préfère insister sur ce point, mais tu utilises des armes factices et pas autre chose. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué lorsque tu dois utiliser des bâtons, des Joe par exemple, Bo, etc. Peu importe comment tu vas appeler ton bâton. C'est vrai parce que du coup là, tu es obligé de le prendre en bois. Mais là, il y a d'autres consignes de sécurité lorsque tu vas utiliser des armes. Grosso modo, tu as deux types de chorégraphie. La chorégraphie où tu vas le faire dans un lieu où tu vas avoir un public plus ou moins à 360 degrés autour de toi et une chorégraphie qui va être filmée puis après qui va être diffusée uniquement le film. Donc il ne va pas y avoir vraiment de public qui va assister à la chorégraphie. Je dis ça parce que c'est assez important la différence. Lorsque tu as un public autour de toi, les distances de sécurité sont beaucoup plus courtes et il faut faire beaucoup plus attention. Par contre, on accepte beaucoup plus volontiers qu'il y a des faux semblants, on va dire. Que en fait, lorsque tu veux par exemple transpercer ton adversaire, forcément ça passe entre le torse et le bras, les gens comprennent que tu as voulu le transpercer.
c'est accepté parce que bon, forcément les gens vont dire bah tu vas pas transpercer. Non, hein, ils voient très bien qu'ils sont en live, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque tu vas filmer ta chorégraphie, et donc du coup les gens regardent uniquement la chorégraphie filmée, donc ne la regarde pas en live, c'est pas un live qui est filmé, hein, je parle bien d'une chorégraphie qui est uniquement filmée. Dans ce cas-là, on te pardonnera moins le coup de la lame qui passe entre le torse et le bras. Là, on te demandera un peu plus de réalisme. Sans utiliser d'effets spéciaux numériques, il est possible de transpercer quelqu'un avec quelques petits trucages. Très simple à réaliser, en fait il s'agit juste d'une position de corps et d'une position de caméra. On verra dans des prochaines vidéos comment justement placer la caméra lorsqu'on fait une chorégraphie de combat. Mais dans ce cas, attaquons-nous aux distances de sécurité. Alors, les distances de sécurité, c'est simple, tout ce qui est au niveau du torse, là tu peux toucher. Par contre, toucher ne veut pas dire avoir un impact fort. L'impact doit être léger. Alors, il faut faire attention parce que léger pour tout le monde, ce n'est pas la même chose. Pour une personne qui, par exemple, n'est pas extrêmement sportive, qui est voire un peu douillette, bah forcément, le léger est beaucoup plus léger qu'une personne qui est habituée au sport de combat. Une personne qui est habituée au sport de combat, tu peux un peu plus y aller, notamment, bah, elle va savoir encaisser le coup et il n'y aura pas de problème. Maintenant, toujours vérifier là où tu frappes. Si tu frappes, on va dire, au niveau des abdos, là il n'y a pas de problème, en général les personnes peuvent contracter, mais il ne faut pas non plus mettre de force. Tu peux donner une impression de force et de vitesse uniquement dans ton jeu d'acteur, quitte après à accélérer le mouvement, et il y a aussi avec les bruitages sonores, ça va donner un peu plus d'impact, un peu plus de violence au coup, alors qu'en fait réellement tu n'as mis aucune violence, c'était juste le mouvement que tu as fait simplement et il n'y a pas eu d'impact fort. Autre partie sur lesquelles tu peux avoir un impact, c'est les jambes et les bras. Bien sûr, il faut faire attention aux articulations. Pour le dos, alors là, tu peux avoir un impact très léger, beaucoup plus léger que sur le torse et les membres. Mais il faut vraiment avoir un impact très léger, surtout faire gaffe à la colonne vertébrale, faire gaffe aux reins. Pour montrer un impact au niveau de l'entrejambe et au niveau de la tête, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, tu vas filmer séparément le mouvement et tu vas l'accélérer au montage, mais surtout lorsque tu vas le faire, tu le fais lentement et vraiment être sûr que bon, tout le monde que tous les participants sachent bien ce qui va se passer, sont ok. Et donc du coup, tu vas faire le mouvement lentement, tranquillement, et comme je dis, tu vas accélérer au montage et rajouter un effet sonore, ce qui va donner pleinement l'amplitude au coup. Comme tu peux voir, ce coup de poing porté à la tête à une distance de sécurité acceptable. Après, tu peux plus ou moins rapprocher la distance de sécurité, mais je ne te conseille pas de faire plus proche qu'une main. Il est préférable de respecter une plus grande distance de sécurité que pas assez. Alors comment ça se fait que cette distance s'efface aussi facilement? En fait, il faut rappeler que la caméra n'a qu'un seul œil. Par exemple, nous avons deux yeux qui nous permettent de voir en 3 dimensions parce que nos deux yeux sont placés sur la même face du visage. Donc sont placés sur l'avant, comme la quasi-totalité des prédateurs. D'ailleurs, la quasi-totalité des proies ont leurs yeux placés sur le côté de la tête, ce qui leur permet de voir un grand angle à 360, voire un petit peu moins. Ce qui va en fait, eux, ils vont détecter les mouvements, nous on va détecter la dimension en 3D. Ça permet de savoir exactement où se trouve l'objet. Après, plus tu vas faire de chorégraphie de combat, surtout avec les mêmes personnes, plus vous allez savoir de suite les distances de sécurité à respecter et plus en fait tu vas moins appréhender au niveau du coup. Après, il y a aussi bien sûr une grande chose qui va jouer, c'est le jeu d'acteur. Notamment si tu te prends un coup et que tu bouges pas du tout, bah en fait on va pas y croire. Hein, quel que soit, même s'il y a un impact, on va pas du tout y croire. Par contre, si tu joues complètement le coup reçu, sans exagérer bien sûr, sauf si c'est voulu, alors là on va y croire. Petite précision concernant le matériel qui va te servir pour filmer, il faut que les batteries soient pleines et les cartes mémoire vides. Il faut même en avoir en supplément parce que ce serait vraiment dommage que tu t'arrêtes dans ta chorégraphie parce que tes cartes mémoire sont pleines et tes batteries sont vides. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Parlons de l'écran vert. Alors en fait, il n'existe pas un seul écran, mais bien 3 écrans avec chacun leur couleur. Il y a l'écran vert le plus connu, le plus ancien c'est l'écran jaune et il y a également l'écran bleu. L'écran jaune, c'est l'écran le plus ancien. Alors pourquoi utiliser un écran jaune? C'est très simple, c'est par rapport à la lumière qu'on utilisait. Quelle est la particularité de cette lumière? C'est très simple, c'est par rapport aux lampes qu'on utilisait pour éclairer les plateaux de tournage. On utilise encore ce type de lampe. Maintenant, c'est plus remplacé par des LED parce que ça coûte moins cher et on peut obtenir des lumières beaucoup plus puissantes. C'était les lampes à sodium qu'on utilisait avant. Donc le sodium, c'est un élément chimique et surtout le gaz de sodium, il a la particularité lorsqu'il est électrifié, il va en fait émettre une lumière jaune d'une longueur d'onde précise. Alors la longueur d'onde en lumière, dans le spectre lumineux, en fait, nous on voit qu'une partie du spectre en fait de la lumière. On va au rouge
au rouge foncé, à la limite donc des infrarouges qu'on ne voit pas, et à la limite du violet très clair. Après ça devient les ultraviolets qu'on ne voit pas non plus. Il y a donc tout un tas de rayons de lumière qu'on ne voit pas. Donc on appelle le spectre visible les longueurs d'onde de lumière qui donc on peut voir par rapport à l'œil humain. Par exemple une abeille peut voir l'ultraviolet. Donc le sodium qui est sur une longueur d'onde bien précise, donc qui donne du jaune, et qui est connu depuis très longtemps. Cet écran jaune, lorsqu'il est éclairé par les lampes à sodium, va à la caméra devenir noir, ce qui nous permet en fait de détourer très facilement les personnages. Donc ça c'était au début. Après il est apparu l'écran bleu et l'écran vert à peu près en même temps. L'écran bleu maintenant n'est quasiment pas utilisé en fait dans le cinéma ou dans les séries. C'est plus utilisé au niveau de la météo par exemple. L'écran bleu au départ était utilisé parce que sa teinte était proche de celle de la peau sans bien sûr avoir du bleu dans la peau. Donc ça permettait en fait d'avoir un détourage assez propre au niveau donc des personnages. Mais il a le très grand défaut lorsque par rapport aux cheveux, notamment des cheveux longs, il peut y avoir ce qu'on appelle des artefacts bleus qui restent. Et en fait on voit du coup la couleur bleue de l'écran. Donc ça c'était pas tip top. Donc c'est pour ça qu'on est allé sur l'écran vert. C'est pour ça qu'on est allé sur un écran vert parce qu'il permet de très facilement détourer les personnages et de très bien incruster en fait l'image qu'on voulait incruster, donc l'objet en fait, que ce soit un décor, que ce soit je sais pas moi une créature, etc. Peu importe ce qu'on veut insérer. Ça donnait un aspect vraiment beaucoup plus propre et surtout il n'y avait pas d'artefact bleu ou d'artefact vert qui pouvait rester. On peut donc remplacer l'écran vert en direct avec une caméra numérique par l'objet qu'on souhaite. Par exemple donc, un décor, c'est filmé en direct mais on voit en fait le décor à la place de l'écran vert. Tu vas me dire qu'avec l'écran vert on peut voir que c'est pas du vrai. Mais là, c'est pas le problème de l'écran vert, c'est le problème soit de la caméra qui n'est pas assez performante, soit au niveau du montage, les effets spéciaux sont pas assez bien travaillés. Donc après, ça n'est pas forcément dû aux personnes, hein. Par exemple s'il manque de temps ou s'il manque de budget, forcément ils vont devoir faire un travail plus rapide et donc du coup, en fait, le résultat risque d'être moins bon. Surtout avec les années qui passent, là ça se voit de plus en plus les effets spéciaux qui sont un peu faits à la va-vite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.